Alors je voulais juste dire quelques petites choses par rapport à la correction des copies. Vu que j'ai corrigé vos copies, je me rends compte que c'est un peu pareil que chaque année. Il y a les copies qu'on voit tout de suite des gens qui ont très bien compris le dossier et les autres. Qu'est-ce qui va faire de vous quelqu'un qui a tout de suite, qui montre, parce qu'il y a une différence, il y a certains d'entre vous qui ont sûrement très très bien compris le dossier, mais qui ne le montrent pas. C'est-à-dire que pour moi au concours, il y a quand même un certain pourcentage des points qui sont vraiment gagner sur la présentation, l'exhaustivité de vos réponses et il faut essayer, c'est un travail en fait qu'il faut faire pour essayer d'en marquer le plus possible. Vous avez vu, chaque fois je vous dis, diagnostic de myasthénie c'est pas assez, il faut toujours en mettre un petit peu plus et essayer d'être le plus détaillé possible dans votre réponse, toujours en mettant l'accent sur les points urgents et les choses qui sont essentielles. Donc, essayez vraiment quand vous rédigez vos copies, je sais qu'il y en a qui le font déjà, c'est-à-dire de marquer en gras, en lettres, en capital d'imprimerie les points importants ou hiérarchiser votre réponse. C'est-à-dire que, par exemple, tous ceux qui répondent à la question, je pense au dossier de myasthénie, en me mettant dans l'examen clinique, on va regarder si elle a des antécédents familiaux, de maladies auto-immunes ou personnelles. Enfin, tout ça, avant de me parler de la recherche d'une atteinte respiratoire, pour moi, c'est une perte de temps. Je m'ennuie. Je lis des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt et ça me montre que vous n'avez pas compris l'urgence immédiate, d'accord? Donc il faut vraiment apprendre à hiérarchiser vos réponses. Je ne veux pas que vous marquiez des tonnes non plus, mais quand même essayer d'avoir une réponse qui est assez détaillée. Moi, j'ai toujours fait, et je conseille toujours de faire des petits tirets, pas forcément des phrases. Alors, je demande, nanana, à la patiente, puis je lui demande, puis je vais regarder, puis blablabla. Non, faire quand même une liste hiérarchisée des points forts de votre examen clinique, toujours justifier pourquoi vous faites telle ou telle chose un minimum. Et voilà, donc vraiment apprenez à bien organiser vos réponses, à ne pas passer à côté de zéro à certaines questions. Donc, vous allez voir, surtout vers la fin de cette année, vous allez avoir une idée assez précise de qu'est-ce qui peut vous rapporter, causer un zéro à une question ou à un dossier. Donc, essayez dès maintenant d'avoir cet esprit très méthodologie. C'est vraiment un travail personnel à faire, même quand vous faites des dossiers en révision à la bibliothèque ou chez vous. Certes, certains dossiers, vous pouvez passer rapidement pour tester vos connaissances, mais d'autres dossiers, entraînez-vous à le faire de manière assez scrupuleuse pour vraiment tester en plus vos qualités de rédaction et de méthodologie de réponse. Parce que pour moi, c'est vraiment 30% de vos points, et Dieu sait qu'à l'ENC, de nos jours, quelques petits points peuvent faire la différence. Donc voilà, moi je reste persuadée que ce qui a fait la différence quand moi j'ai passé le concours et que je suis arrivée bien classée, c'est pas que je savais plus que les autres, mais c'est que je savais mieux montrer ce que je savais que certains autres. Et mes réponses étaient organisées et hiérarchisées avec les trucs un petit peu prise en charge sociale, prise en charge psychologique, les choses qu'on attend de vous en plus à l'ENC, c'est-à-dire d'avoir cette attitude multidisciplinaire comme un médecin généraliste. Un médecin généraliste, il ne pense pas juste à l'exploration de la gamme-apathie monoclonale. Le médecin généraliste, il va penser à tout ce qui gêne le patient, c'est-à-dire sa douleur, l'organisation au domicile, le paiement de ses soins, toutes ces choses-là. D'accord? Donc, ayez cette attitude en plus multidisciplinaire dans vos réponses. Voilà, donc ça c'était les petits conseils méthodo du jour. Entraînez-vous pour ça. On va commencer avec la correction des dossiers. J'ai voulu faire un dossier numéro 1 qui était un peu le contre-pied du dossier numéro 4 de la dernière fois, pour vous montrer deux aspects de la pathologie démentielle. Ensuite, on va voir un dossier assez fun pour que j'espère vous ayez compris le syndrome extrapyramidal en sortant d'ici. Et voilà, puis après on va voir un petit peu d'autres choses, mais on va commencer par Madame Henriette qui a 76 ans, qui a des troubles mnésiques. Donc on ne vous en dit pas plus. Après on vous pose une question assez générale sur les points forts de votre examen clinique devant cette plainte fonctionnelle. Donc, Alors je vais commencer par l'interrogatoire avec la caractérisation des troubles mnésiques. Savoir quand ils ont débuté, l'intensité, s'ils touchaient la mémoire rétrograde, antérograde, s'il y avait un oubli à mesure, l'évolution, éliminer un syndrome confusionnel,
Donc voilà pour les troubles mnésiques. Ensuite, les antécédents personnels, familiaux, surtout de maladies dégénératives. Les maladies sous-jacentes, le traitement en cours et les signes fonctionnels associés, savoir s'il y a une altération de l'état général. Ensuite, l'examen physique avec, d'un point de vue général, toutes les constantes, le dextro, recherche d'une hypotension orthostatique. L'état général, rechercher des signes de déshydratation. La palpation abdominale, suspubienne, éliminer un globe. Et sinon, l'examen neurologique complet avec recherche de déficit moteur, sensitif, signes de localisation et les paires crâniennes. Et voilà. Alors, moi, j'attendais de toi, tu avais bien commencé avec ton interrogatoire, tu es parti après dans un examen plutôt d'un patient confus que d'un patient dément. J'attendais de toi quand même dans ton examen neurologique que tu me détailles un minimum ce que tu peux faire dans l'examen de tes fonctions cognitives. Je sais que c'est difficile pour vous l'examen cognitif, au moins de savoir ce que c'est, quelles sont les différentes fonctions cognitives qu'on va tester déjà. C'est pour ça aussi que je te pose la question, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais voilà, il faut quand même distinguer l'examen du patient. Certes, tu vas rechercher un syndrome confusionnel, bien sûr, mais là, on parle vraiment dans un contexte a priori de troubles mnésiques sans confusion mentale. Donc, il fallait quand même détailler un minimum l'examen des fonctions cognitives. Ok ? Donc, tu avais très bien commencé par l'interrogatoire. Et je pense que le point essentiel de l'interrogatoire, c'est la durée d'évolution des symptômes, la date de début, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce qu'on s'en est rendu compte. Et aussi, quel a été le mode évolutif. Est-ce que ça a été une évolution rapide ou une installation lentement progressive? Est-ce que ça a été une évolution par palier qui suggérait plutôt un mécanisme vasculaire, notamment? D'accord? Donc la date de début et le mode évolutif, c'est les deux zéros, je dirais. Je n'ai pas mis zéro à la question ici, mais potentiellement à l'interrogatoire de quelqu'un qui se présente pour des troubles mnésiques. Ensuite, vous pouvez rechercher les antécédents familiaux, évaluer les antécédents personnels du patient, notamment la prise de médicaments, elle l'a dit, pour évaluer le retentissement sur les fonctions cognitives. Et une question importante, ce n'est pas la patiente que vous allez forcément interroger, c'est son mari. Elle, si elle a des troubles mnésiques, elle va avoir du mal à savoir quand est-ce que ça a commencé. Mais c'est donc la famille que vous allez interroger. Et une question essentielle que vous allez devoir leur poser pour et le diagnostic et la prise en charge, c'est le retentissement sur l'autonomie de la personne, donc sur les activités de la vie quotidienne. Ensuite, vous allez passer à votre examen neurologique. Vous allez commencer par un examen des fonctions cognitives. Donc, on l'a dit, on va déjà, dans le cadre de l'examen des fonctions cognitives, regarder l'état de vigilance pour savoir distinguer un syndrome confusionnel d'un syndrome démentiel, savoir si la patiente est vigile. On va évaluer l'orientation dans le temps et dans l'espace, c'est quelque chose de très simple. On va essayer d'avoir une idée au premier abord de son comportement. On a vu la dernière fois le patient du 4, il arrivait dès l'entrée dans le box de consul, vous saviez qu'il était bizarre, quoi. Le patient apathique, le frontal apathique, c'est dès l'entrée dans le box de consultation que vous allez le voir. Pareil, les troubles du comportement, vous allez essayer d'avoir une idée dès que l'interrogatoire commence, et puis aussi en interrogeant la famille. Donc ça a évalué le comportement, s'il y a une agressivité, une désinhibition par exemple. Ensuite, vous allez passer vraiment sur l'examen de la mémoire. Donc ça peut être la mémoire épisodique, c'est-à-dire des faits datés, des faits localisés. Vous allez évaluer la mémoire sémantique, des connaissances générales, et vous allez évaluer la mémoire de travail par des empans mnésiques. Et donc, vous allez évaluer si le patient intègre bien l'information ou s'il a un problème s'il y a un problème de stockage de l'information ou s'il y a un problème de rappel de cette information. Donc ça, vous allez faire la distinction qui va pouvoir notamment permettre de distinguer exactement où se situe le problème mnésique sur la chaîne du rappel et de la mémoire. Ensuite, dans les autres troubles, dans les autres fonctions cognitives, il y a bien sûr le langage, ça vous le savez, regardez, évaluer la fluence verbale, rechercher les troubles de la dénomination, un manque du mot,
des troubles de la compréhension. Alors pour ça, vous allez demander par exemple au patient de vous donner le plus de noms d'animaux de la ferme qu'il connaît en une minute par exemple. Ou des noms qui commencent par M par exemple. Voilà, pour essayer d'évaluer son champ lexical et savoir s'il y a une fluence verbale qui est correcte. Ensuite, vous allez évaluer les praxies. Alors, les praxies, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre. Les praxies, en fait, c'est tout la commande en fait pour exercer un geste bien donné, c'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas arriver à effectuer un certain geste, non pas parce qu'il n'a pas la commande motrice nécessaire pour le faire, mais parce que le schéma intellectuel nécessaire pour exercer, pour faire ce geste, n'est pas fait. Donc vous allez lui demander, évaluer différents types de praxis. Ça peut être notamment des praxis réflexives. Vous allez demander au patient de faire comme vous. Voilà. Il y a plein de gestes comme ça, c'est les praxis réflexives. Vous pouvez lui demander de vous faire des gestes type salut militaire ou faire un signe de croix, par exemple, des gestes symboliques. Vous pouvez aussi lui demander, par exemple, de vous montrer comment se servir d'un objet sans la présence de cet objet, comment il se brosse les dents, comment il jouerait du violon, comment il planterait un clou dans un mur, par exemple. D'accord ? Tout ça, pour évaluer les praxies, en général, c'est plutôt une localisation de type pariétal, en fait. Les troubles praxis sont souvent liés à des atteintes plutôt au niveau pariétal. Ensuite, vous allez évaluer la connaissance que le patient a de son trouble, savoir s'il existe ou non une anosognosie. Vous allez rechercher l'existence d'autres signes de localisation, notamment frontaux. On l'a déjà fait par l'examen du comportement, mais vous allez pouvoir rechercher un comportement d'imitation, de préhension avec un grasping bilatéral, de collection. Et vous allez évaluer, bien sûr, à l'issue de cet examen des fonctions cognitives, certaines échelles, notamment le MMS, qui est une échelle globale des fonctions cognitives, ou la BREF, qui est une batterie d'efficience frontale. D'accord ? La BREF, ça se code sur 18. On dit, je vous ai déjà dit ça la semaine dernière, qu'au-dessus de 15, on était OK. En dessous de 15, on était quand même un petit peu frontal. Alors, ensuite, une fois que vous avez... Ouais. Alors, tout ça, voilà, il y a une différence entre le neurologue et le neuropsychologue. Vous êtes formés pour être des médecins, non pas des neuropsychologues. Donc, vous allez faire un examen des fonctions cognitives qui peut être relativement sommaire et adresser ensuite le patient à un neuropsychologue pour un examen plus détaillé, dans ce cas où il fera toutes les échelles, la Matisse, le trouble, machin, enfin, toutes ces choses-là, c'est plus de l'échelle de la neuropsychologie. Vous, ce que vous avez à savoir, c'est comment essayer d'évaluer les fonctions cognitives de façon globale, c'est-à-dire ne pas oublier de rechercher une anosognosie, un trouble des praxis, toutes ces choses-là. Comment évaluer une dysfonction mnésique, par exemple, sans rentrer vraiment dans le détail d'échelles très, très, très spécialisées. Alors, c'est une fois que vous avez fait cet examen des fonctions cognitives que vous allez rentrer plus dans le détail de l'examen neurologique en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui peuvent avoir des désordres cognitifs isolés, des troubles mnésiques, praxiques ou autres. Et dans certains cas, ça peut s'associer à d'autres syndromes neurologiques. Donc, vous allez rechercher, comme tu l'as dit, des signes neurologiques de localisation. En particulier, je dirais un syndrome extrapyramidal. Vous allez rechercher une limitation des mouvements du regard. Ça peut vous orienter vers des pathologies neurodégénératives type Parc+, on verra ça tout à l'heure. Un syndrome pyramidal, une atteinte pseudo-bulbaire, des myoclonies, par exemple, les myoclonies dans le cas d'une atteinte, des troubles mnésiques, des troubles cognitifs d'évolution rapide, devront vous faire rechercher une maladie de Creutzfeldt-Jakob, par exemple. Donc, tous ces petits signes vont vous aider et souvent, il faut aller un petit peu plus loin que l'examen standard de la motricité et de la sensibilité. Okay ? Alors ensuite, vous allez bien sûr faire un examen général. L'idée étant, est-ce que ces troubles cognitifs sont des troubles cognitifs isolés, des troubles cognitifs associés à d'autres symptômes neurologiques ou des troubles cognitifs associés à une maladie générale.
Donc vous allez rechercher notamment une fièvre, des signes de maladies systémiques, éruption cutanée, arthralgie, arthrite, tout ce qui pourrait orienter en faveur d'une maladie inflammatoire. Vous allez chercher des signes de dysfonction endocrinienne, un goitre, des signes d'hypothyroïdie notamment, ou d'hyper. Vous allez rechercher des signes de carence, notamment la carence en vitamine B12 peut donner des troubles cognitifs qui évoluent à bas bruit et peut donner des signes cutanés, notamment avec des perlèches, une glossite, toutes ces choses-là. Donc, ayez en plus un œil sur le reste de l'examen. Et comme on avait vu la dernière fois, rechercher des signes d'immunosuppression clinique, par exemple, c'était pas du tout débile, ça peut vous orienter. Ok ? Donc là, vraiment, je trouve que le livre du Collège des enseignants est très bien fait sur l'explication de chacune des fonctions cognitives. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus sur ce qu'il y a dans l'ouvrage du Collège des enseignants de neurologie. Donc vous y référez, vous apprenez, c'est l'apprentissage, vraiment à quoi correspondent chacune de ces fonctions cognitives. Alors après, vous examinez la patiente. Là, c'est un peu plus fun. Alors, elle vous dit « tout va bien ». Oui. Alors, c'est un petit peu près la même chose, globalement, en pratique. L'important est de savoir, toi, si on utilise un petit peu des termes différents pour essayer de déterminer les altérations de la conscience. Bon, les troubles de l'attention peuvent se voir sans qu'il y ait altération de la conscience elle-même. En général, on peut voir chez les patients frontaux, ils ont du mal à maintenir l'attention sur un sujet en particulier, mais ils n'ont pas de fluctuation de la conscience. À partir du moment où on parle de troubles de la vigilance, on parle vraiment de quelqu'un qui va avoir des troubles de la conscience qui peuvent être fluctuants, mais qui vont être présents. D'accord ? Donc, il y a une différence entre ne pas pouvoir poser son attention et la garder sur une épreuve, sur un test, sur quelque chose, et avoir des véritables troubles de la conscience et de la vigilance. Donc, il y a toute vraiment une gradation, mais dès qu'on parle de troubles de la vigilance, on s'inscrit dans le cadre d'un syndrome confusionnel, tandis que les troubles de l'attention peuvent s'inscrire dans une pathologie démentielle. Ensuite, ouais. Alors oui, non, effectivement, c'est une très bonne idée, j'en ai pas parlé. Effectivement, rechercher des éléments dépressifs, c'est toujours important, une dévalorisation, des idées noires, tout à fait. Alors vous examinez la patiente, vous êtes surpris parce qu'elle dit que tout va bien, en fait, tout se passe super bien. Son mari, quand elle lui explique que ça fait 4 ans que les troubles ont commencé, elle avait au début du mal à retenir certaines choses, elle oubliait des rendez-vous. Petit à petit, ces oublis sont devenus de plus en plus fréquents, on commençait à retentir sur son autonomie. Elle avait du mal à poursuivre les activités de la vie quotidienne, comme la cuisine, la broderie. Elle était organisée dans ses comptes, maintenant elle ne peut plus rien faire. Elle a du mal à trouver ses mots. Voilà, en fait, ce qui l'a inquiété, c'est qu'elle s'est perdue. Il l'a retrouvée 5 heures plus tard sur un banc près du domicile. Les éléments sémiologiques que vous apporte le récit d'époux d'Henriette, la voisine. Donc en fait, déjà, on voit que c'est un trouble qui est chronique puisque ça fait 4 ans. Tout à fait. Qu'il a été d'aggravation progressive, qu'il y a une anosognosie. Tout à fait. Du trouble. On trouve des troubles du langage, avec un peu un manque de mots, je pense, au départ. Ouais. Elle a du mal à trouver ses mots. Une désorientation temporospatiale, puisqu'elle se perd quand elle sort seule. Un syndrome donc apraxique, parce qu'elle n'arrive plus à faire la cuisine, la broderie. Ouais. Et donc, en fait, on peut dire que ça a été une rupture avec son état antérieur, puisqu'avant, elle n'était pas comme ça. Et ça a retenti sur son autonomie. Tout à fait, c'est une réponse qui est parfaite. Donc, c'est une évolution de troubles cognitifs de façon chronique depuis 4 ans chez une dame âgée. On voit au premier, elle dit que tout va bien, ça s'appelle de l'anosognosie. Comme tu disais, elle a un manque du mot, on vous le dit, elle ne trouve plus ses mots maintenant, ça c'est un syndrome aphasique. Ensuite, elle n'arrive plus à faire la cuisine, certaines activités. J'aurais dû vous mettre quel était l'examen moteur, vous dire sur le plan moteur, elle a des fonctions motrices conservées, parce que si elle n'arrive plus à faire ces gestes de la vie quotidienne, c'est qu'elle n'a plus le schéma intellectuel qu'il faut pour les réaliser, et la commande se fait beaucoup moins bien. Donc ça s'appelle un syndrome apraxique, ça peut concerner différentes activités de la vie quotidienne, et notamment, chez les femmes, ça se met de 76 ans, c'est souvent la cuisine en premier.
premier lieu, elles ont un peu du mal. Et après, vous avez bien sûr un retentissement sur l'autonomie. Ça, c'était très très important à situer, puisque vous savez que dans les troubles cognitifs d'évolution souvent progressive, le stade, la phase d'état est souvent déterminé par le moment où il y a une réelle perte d'autonomie des patients. Et ça a bien sûr des implications sur la prise en charge, notamment sociale, de ces malades. Donc on va passer à la voisine derrière, pour que tu me dises quel diagnostic tu suspectes. Alors, je pense que c'est une maladie d'Alzheimer de stade moyennement avancé, devant l'âge de la patiente qui a plus de 65 ans, par argument de fréquence aussi, parce qu'elle présente un trouble de la mémoire prédominant sur les autres troubles cognitifs, parce qu'il y a une évolution des troubles qui est continue avec une aggravation progressive, qu'on n'a pas d'argument pour une confusion, pas d'argument non plus pour un syndrome dépressif ou pour une affection générale, et parce que ça retentit de façon importante sur son autonomie avec une rupture franche par rapport au fonctionnement antérieur. Très bien. Donc effectivement, le diagnostic, c'est ici une maladie d'Alzheimer. Hein, c'est le cas typique de la démence dite corticale avec ce classique syndrome aphaso-apraxo-agnosique. Ici, on peut parler de maladie d'Alzheimer en phase d'état, puisqu'on a l'ensemble des symptômes qui sont présents à l'interrogatoire et cliniquement. Voilà, en plus, on a une patiente âgée de plus de 60 ans. Et pourquoi phase d'état? Parce qu'on a un retentissement sur l'autonomie de cette dame. Donc là, vraiment, c'est le tableau classique. La maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose qui évolue. L'installation des signes cliniques peut être se faire de façon très très lentement progressive, d'où les familles, quand vous leur demandez quand est-ce que ça a commencé, ils ont un petit peu du mal à situer tout ça. Et ça va commencer par ce qu'on appelle les MCI, des troubles cognitifs dits modérés qui portent souvent sur une fonction cognitive. Alors ça peut être des troubles mnésiques, soit des troubles praxiques, soit plus rarement ça commence par une atteinte du langage seul. Le plus souvent quand même c'est le début par des troubles mnésiques qui nous orientent. Voilà, mais on ne parlera pas de maladie d'Alzheimer en phase d'état avant qu'il y ait ce retentissement sur l'autonomie. Et voilà. Donc effectivement, c'est le bon diagnostic, comme vous l'aviez tous, je pense, retrouvé. Alors, vous avez réalisé un examen, une imagerie cérébrale, à la question 4. Claudia? Donc c'est un IRM cérébral en coupe frontale au niveau des ventricules latéraux et des cornes temporales. C'est une séquence T1. Et j'ai hésité si c'était injecté parce qu'on voyait un truc blanc. Alors non, c'était pas une séquence qui était injectée. Je pense qu'on avait certaines artères qui pouvaient être potentiellement calcifiées au niveau, donc on les voyait un petit peu plus, mais c'est pas très grave. Donc j'ai dit qu'il était normal, qu'il y avait absence d'argument pour une pathologie organique, donc tumeur, abcès, hématome. Et donc je voyais pas s'il y avait une diminution du volume de l'hippocampe, et donc je l'ai pas vu, donc il existe peut-être, mais c'est difficile. Donc en fait, c'est un argument en faveur pour la maladie d'Alzheimer puisque c'est un diagnostic, c'est un examen. Tu m'as pas répondu à la première question, c'est-à-dire que là je te disais pourquoi. Pourquoi on a réalisé cet examen pour un diagnostic différencié, pour éliminer un diagnostic différencié. Tout à fait. Alors dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, il est vrai que le diagnostic est clinique, mais je pense que pour la plupart des patients, même si on dit la maladie d'Alzheimer, c'est un diagnostic clinique par rapport aux critères qu'on a vus précédemment, je pense qu'on ne peut quand même pas se passer d'au moins une IRM qui va rechercher soit une cause curable, tumeur, hydrocéphalie, abcès, hématome, toutes ces choses-là, soit rechercher par exemple la participation d'une composante vasculaire associée à la composante neurodégénérative. Et voilà, donc ça c'était le but essentiel, c'est la recherche de la cause organique curable. Ensuite, je te demandais effectivement de décrire cette IRM, donc on voyait bien là que le LCR était noir, qu'on avait quand même un aspect de substance grise, plus grise que la substance blanche, bien que sur l'imagerie est un peu rikiki, ne serait-ce que sur la correction, que vous avez donc cette IRM qui est en coupe coronale, qui montre déjà, vous voyez que sur cette imagerie-là, si on la dessine comme ça, vous avez le cerveau et on a l'impression de voir très très bien quand même les sillons, enfin c'est un peu moche, hein.
voit un petit peu très bien les sillons. Donc ça, il y avait déjà une atrophie à ce niveau-là, corticale, très probable. On voyait en plus des ventricules qui paraissaient élargis, donc probablement une part d'atrophie sous-corticale associée. Donc il y avait une atrophie globale chez cette patiente. Et on pouvait voir en plus, tu me disais, l'atrophie hippocampique. Oui, elle était là. On voit, d'habitude, chez un sujet jeune, tu ne vois pas les cornes temporales des ventricules sur ces coupes-là. Là, tu vois les deux trucs noirs, là, c'est les cornes temporales des ventricules qui te paraissent augmenter de volume. Et ça traduit l'atrophie hippocampique. D'accord ? Donc là, il y a une atrophie hippocampique. Elle est souvent isolée dans les MCI amnésiques en début d'évolution de maladie d'Alzheimer, mais l'évolution, elle se fait vers l'atrophie globale, hein, surtout corticale, avec ces sillons qui sont très très élargis, qui traduisent la progression de la neurodégénérescence et qui correspond à l'évolution des signes cliniques, troubles du langage et troubles praxiques. Alors, le reste du bilan est aussi en faveur du diagnostic que vous évoquez. Globalement, ça veut dire que vous avez éliminé une autre pathologie. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à Henriette sur le plan médical ? Alors, comme traitement médicamenteux, on peut proposer des anticholinésterasiques d'action centrale, Tout à fait. comme la rivastigmine. Et c'est à peu près tout, parce que le reste, je crois que c'est pas médicamenteux. Enfin, on peut l'engager à avoir une activité intellectuelle, à la stimuler. Oui, mais j'ai parlé sur le plan médical, enfin, c'est pas forcément médicamenteux, hein, on n'est pas juste des prescripteurs de médicaments. Moi, j'ai mis ça, quoi, l'encourager à participer à des groupes thérapeutiques comme ça. Ouais, quoi d'autre ? Et puis, à maintenir son autonomie au maximum. Ouais, et puis, quoi d'autre ? Je sais pas. C'est déjà bien. Donc déjà, le traitement médicamenteux symptomatique des troubles cognitifs dans la maladie d'Alzheimer, c'est effectivement les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase centrale, donc pas comme dans la myasthénie où c'est une atteinte périphérique, mais c'est les anticholinéstérasiques centraux. Donc les noms commerciaux, c'est l'Aricept, l'Exelon, le Réminil, par exemple. Donc il faut savoir que la prescription initiale est réservée aux médecins spécialistes, que l'adaptation des doses et le suivi peuvent se faire par le médecin traitant. Ensuite, dans le cadre de la prise en charge, je suis d'accord avec toi, il y avait toute la prise en charge, le maintien de l'autonomie, donc favoriser l'activité, tout ce qui est travail, essayer de faire des travails d'exercice cinésique, encourager son mari à la faire un petit peu travailler. On peut aussi lui proposer dans ce but-là des séances d'orthophonie, pas seulement pour la rééducation du langage, mais pour la rééducation cognitive. Quelques heures, enfin 1 ou 2 fois par semaine. Fallait voir si elle avait des troubles du comportement. Dans ce cas, essayer de traiter ces troubles du comportement toujours en évitant les neuroleptiques ou les benzos. Et là, un autre truc qui est important et qui va être, qui est votre devoir, c'est la prise en charge à 100%. N'oubliez jamais la prise en charge sociale. Alors en euros, ça c'est, vous allez autant vous faire avoir qu'avec la kiné, l'orthophonie. Hein. Je vous l'ai dit dans la CEP, dès que vous avez un traitement en long cours, vous diagnostiquez une maladie chronique, le réflexe, c'est l'exonération du ticket modérateur. Demandez, si vous êtes spécialiste au médecin traitant, d'effectuer la demande de prise en charge à 100% ou faire vous-même la demande. D'accord ? La question d'après, le voisin, c'est sûrement une des questions importantes de cette conf. Comment on évalue l'autonomie d'un individu ? Ça, c'est... J'ai mis, on va commencer par un interrogatoire de la famille et des proches. Ouais. Ensuite, j'ai mis, voilà, c'est l'évaluation. Il y a des grilles systématisées, comme la grille Agir ou les évaluations avec les IADL. Et puis, c'est à peu près tout. Je voyais pas. Tu ne savais pas comment développer cette question. Alors déjà, c'est bien, tu m'as parlé de la famille, mais tu peux aussi t'enrichir de l'interrogatoire du médecin traitant, de l'infirmière qui s'occupe des soins, de l'orthophoniste, enfin, tu vois, des gens qui sont reliés auprès de cette malade. L'évaluation de l'autonomie d'un individu, ça comprend 3 piliers. Tout d'abord, l'évaluation de la patiente elle-même. Deuxièmement, l'évaluation de la charge de soins. Et troisièmement, l'évaluation des coûts liés à cette dépendance. D'accord ? Donc l'évaluation de la patiente, c'est effectivement l'examen des déficiences, incapacités, handicap, hein, ça vous connaissez très bien. Alors vous allez l'évaluer bien sûr par
l'étude de la réalisation des activités de la vie quotidienne en remplissant soit les échelles de vie quotidienne que tu as citées, ADL, IADL, soit les échelles qui sont utilisées à des fins plus réglementaires comme l'échelle Aguirre. Ensuite, vous allez évaluer la charge de soins, donc c'est le temps passé par les soignants ou les auxiliaires de vie auprès de la patiente pour toutes les activités, notamment les soins qui sont les plus consommateurs de temps, la toilette, l'alimentation. Essayez d'évaluer quelle est, en termes de temps, la présence nécessaire auprès de la patiente à ce niveau de son évolution. D'accord ? Si elle peut être laissée seule dans la journée, si elle peut encore faire sa toilette toute seule en partie ou pas, si elle a besoin d'une aide juste à la préparation des repas ou aussi à l'alimentation, tout ça va vous donner des critères sur l'évolution en fait, de la patiente. Ensuite, essayez d'évaluer les coûts liés à la dépendance, notamment les coûts associés aux aides humaines. Est-ce que la famille a besoin de payer une auxiliaire de vie ou quelqu'un qui reste à proximité 24 heures sur 24, la nuit notamment? Est-ce qu'il y a des échelles techniques qui ont dû être mises en place? Adaptation du domicile notamment. D'accord? Donc toujours penser l'évaluation de la patiente, mais pas uniquement, la charge de soins et le coût lié à la dépendance. Ensuite, le pendant de cette question, la voisine, c'est la question numéro 7. Son mari souhaite un maintien au domicile tant que c'est possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur le plan social? Donc, pour ces pertes d'autonomie, on peut essayer de proposer des aides à domicile pour le ménage, la préparation des repas, aider à la nourrir. On peut aussi demander une infirmière à domicile pour tout ce qui sera toilette en cas d'impossibilité. Je ne sais pas si c'est possible pour la maladie d'Alzheimer, mais faire un dossier à la MDPH pour avoir une association adulte handicapé. Oui. L'association adulte handicapé, on est plutôt dans le cadre l'allocation, pardon. Non, mais tu me parles d'allocation adulte handicapé, mais ça, on est plutôt dans le cadre de quelqu'un de jeune. L'allocation pour le sujet âgé, c'est plutôt... Je sais pas. L'allocation pour l'autonomie, c'est l'APA. L'APA. D'accord. Ensuite, pour le mari, va falloir proposer des associations de familles de malades pour les aides pour garder garder sa femme. Voilà. Ouais. Lui proposer un soutien psychologique. Et puis essayer aussi de voir s'il a des enfants pour le soutenir et puis aider à prendre en charge sa femme, notamment s'il veut des vacances et ce genre de choses. Oui, ça s'appelle un répit familial. Pardon. C'est pas vraiment des vacances. Ils se sentent mal en général, la famille, d'abandonner leur maman ou leur épouse. Mais bon. Alors, quand vous répondez à une question d'ordre social, moi je mets toujours 3 volets. Donc le premier volet, c'est les aides au domicile, les aides plutôt humaines, physiques, les aides ensuite financières. Et troisièmement, les mesures de protection judiciaire que vous avez tendance à oublier quasiment systématiquement. On est d'accord. Ouais. Dans les aides au domicile, tu m'as très bien détaillé les soins infirmiers au domicile, l'aide ménagère. On peut avoir, son mari doit aussi avoir 76 ans, ça peut être particulièrement difficile pour lui, l'organisation notamment des repas, donc proposer un portage de repas par la mairie. Ensuite, sur le plan des aides financières, on est dans le cadre du sujet âgé, donc c'est plus l'allocation adulte handicapé, mais l'allocation pour l'autonomie. Et dans les mesures de protection judiciaire, je pense qu'on peut passer à une demande de mise sous tutelle pour cette dame dans le cas présent. Ouais. L'allocation pour l'autonomie, qui doit faire la demande? C'est une excellente question à laquelle je ne saurais pas te répondre. Donc je ne sais pas. Voilà. Je demanderai demain à mon assistante sociale. Mais c'est une excellente question parce qu'on ne se la pose pas assez en hospitalier parce qu'on n'est pas dans le circuit du suivi des malades mais plutôt du diagnostic. Donc je t'avouerai que je ne sais pas du tout. Mais je me renseignerai. Envoie-moi un petit mail. Demain, je vais... OK? Donc voilà, n'oubliez pas les mesures de protection judiciaire, surtout dans les cas de troubles cognitifs chroniques.